Les marchés financiers qui, et d'ailleurs on le commente chaque jour sur Boursorama, qui enchaînent les séances avec des coups de stress et puis ensuite un peu d'accalmie. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec un 40 qui rebondit à la mi-journée juste en dessous des 8000 points. Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement chez PIC TAM, décor spécial à l'occasion de l'éducation, la semaine de l'éducation financière. On précise. Il y a ce conflit au Moyen-Orient, on a le sentiment quand même qu'il est en train de changer un petit peu la donne sur les marchés. Le baril assurément a pris $30, on était à $70 avant le début des hostilités au Moyen-Orient, on est à $100 aujourd'hui. Les taux souverains ont pris en gros 40 points de base partout, dans le monde entier. Les actions sont en repli modéré. La donne est en train de changer ou c'est juste une parenthèse qu'on vit là ? Alors, tout va être l'enjeu de savoir combien de temps le conflit va durer sur le terrain, avec les répercussions, comme vous l'avez mentionné, notamment sur le pétrole, parce que ça va être le vrai enjeu, le pétrole et bien sûr tous les dérivés, l'engrais, etc. Il y a un sujet inflation qui est indéniable. Malgré tout, je reste assez convaincu que du côté des marchés financiers, notamment des actions, c'est plus une parenthèse qu'autre chose. C'est-à-dire que ça va être turbulent encore probablement quelques semaines. Il y a des interrogations, il y a des problèmes au niveau de la liquidité, on le voit très bien. Mais est-ce que fondamentalement, quand on se verra en fin d'année... Non, on se verra avant, Christophe. J'espère bien, mais on fera le bilan des marchés actions. Je pense qu'on aura une bonne année de nouveau. En revanche, c'est vrai qu'on est dans un trou noir avec une parenthèse qui est un peu compliquée. Mais sur les actions, et vous l'avez mentionné à juste titre, c'est vrai que la baisse est relativement modérée. Le gain, ça reste léger, ça c'est vrai ça. J'ai regardé entre 3 et 5% de baisse aux États-Unis, 6 à 8% en Europe. Les grands indices boursiers, ma foi, c'est le repli. Si on nous avait dit il y a 6 mois, il y aura une guerre en Iran, etc., les marchés vont baisser un tout petit peu, on n'aurait pas signé pour ça. Ah, complètement. Je pense qu'on aurait eu un scénario beaucoup plus noir. Et d'ailleurs, les 3 d'Ormuz bloqués, voilà. le truc... les 3 d'Ormuz, c'était quand même la catastrophe, a priori. C'est le pire des scénarios, quand même. C'est le pire des scénarios qui se produit, parce qu'on le voit, effectivement, sur le pétrole, vous l'avez mentionné, même la réaction du marché obligataire. Mais malgré tout, le marché, et c'est aussi mon point de vue, considère que ça reste une parenthèse, que les perturbations, effectivement, on va en avoir. Certes, il y aura probablement plus d'inflation, on va le percevoir plutôt à partir de l'été, mais est-ce que ça va faire dérailler la machine économique ? Probablement pas. Et surtout, oui, sauf si on se parle, si on a la même discussion dans 2 mois, c'est plus la même histoire. C'est là où je me dis qu'aujourd'hui, on comprend bien que ce qu'anticipent les investisseurs, et c'est ce qu'on souhaite tous, c'est une guerre qui soit courte. Mais la psychologie peut changer. Si la guerre n'était pas sur le point de se terminer, comme nous l'affirme régulièrement Donald Trump, c'est plus la même histoire. L'enjeu, on le voit quand vous invitez des économistes, c'est aussi mon métier. C'est-à-dire pour nous, quand on fait des prévisions, c'est de dire tant que ça reste court, c'est-à-dire contenu à quelques semaines, même si le baril est à $100, c'est gérable économiquement et c'est gérable pour les marchés. En revanche, plus ça va s'éterniser avec les perturbations qu'on a, plus il y aura un impact qui va être conséquent et difficile à gérer. Ça, c'est pas pricé parce que, encore une fois, c'est pas le scénario central des marchés qui attendent finalement que ça dure encore peut-être quelques semaines, mais pas plus. C'est ça. Vous êtes sur un scénario, alors certes... Un scénario où en gros, fin avril, c'est fini. C'est à peu près le scénario ambiant aujourd'hui, de se dire que c'est fini, surtout il n'y aura plus de perturbations et les prix reviendront un peu à leur niveau d'avant-crise. On en est vraiment sûr. Imaginons que Donald Trump se dise, ben voilà, j'arrête les frais, on arrête, j'ai atteint tous mes objectifs de guerre, les missiles balistiques, on a détruit le nucléaire aussi. Qu'est-ce qui nous dit que l'Iran ne va pas continuer à envoyer des drones sur le détroit d'Ormuz en disant ça ne va pas se passer comme ça? Je pense qu'effectivement, à juste titre, ce serait simpliste de considérer qu'on va avoir un scénario comme ce qui s'était passé en juin 2025 entre Iran et États-Unis, Israël d'un côté, ou même un scénario à la vénézuélienne. À mon avis, il y a une question de survie du régime qui fait qu'ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait des perturbations sur le temps long. La question qui va se poser, c'est effectivement si ça reste perturbé en termes de commerce international, d'engrais, d'hydrocarbures, qu'est-ce qu'on fait ? Il se passe quoi sur les marchés financiers si ce conflit n'est pas réglé fin avril? À mon avis, ça va être plutôt compliqué parce qu'il y a des éléments de tension. Vous avez la dette privée américaine, la liquidité qui est extrêmement basse sur les indices boursiers, notamment les indices boursiers américains, ce qui veut dire plus de volatilité quand on a une mauvaise nouvelle, donc un effet décuplé. Vous avez aussi des inquiétudes sur l'IA, n'oublions pas à cet égard, c'était avant l'Iran, mais ça reste quand même un sujet. Donc il y a une myriade de sujets aujourd'hui d'inquiétudes qui font que ça peut être un peu plus compliqué. Très clairement, ce n'est pas le scénario du marché, quand on discute avec des institutionnels, ce n'est pas le scénario. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est il faut avoir un peu de cash, pour se préserver au cas où, mais tout le monde se dit que finalement ça va être résolu assez rapidement. Je reste convaincu que ce sera ça, mais je vois quand même les signaux d'alerte, et il y en a beaucoup. Quels sont les scénarios adverses? Encore une fois, détroit d'Ormuz qui continue à être perturbé, paralysé, perturbé pendant
au-delà du mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? Qu'est-ce qui se passe sur les marchés actions? Qu'est-ce qui se passe sur les banques centrales? Sur l'inflation? Moi, je pense qu'on change de monde. On change de paradigme parce que l'inflation va commencer à augmenter de manière assez substantielle. Ce ne sera pas uniquement le pétrole, c'est aussi par exemple tous les produits pétrochimiques, toute l'industrie européenne, elle est dépendante quand même très nettement de cette zone-là. L'agriculture aussi, donc c'est des choses qui vont se voir. C'est-à-dire dans l'inflation alimentaire, ça va se voir dès l'été. On est à 2% en inflation en zone euro. Oui. On passe à combien si le pétrole est toujours à 100 ou 120 $ dans 3-4 mois? Nous, notre estimation, on peut en débattre, mais grosso modo, si effectivement, si on a 3-4 mois de pétrole qui reste proche des 100 $, on estime qu'on aurait une inflation, si on prend le cas de la zone euro, on passerait de 2 à 2,5. Donc ça va. Ça va encore. Ça va, ça reste gérable. Ça reste gérable. En revanche, vous aurez des poches de très forte inflation, comme l'inflation alimentaire. Ce qui veut dire que si on est à 2,5, bien sûr, les banques centrales n'ont pas raison de paniquer. Mais en revanche, n'oublions pas que vous avez beaucoup de... Le marché anticipe quand même des baisses de taux. Il y a aussi ça qui explique pourquoi les actions sont, entre guillemets, résilientes. Vous n'aurez pas de baisse de taux dans ce contexte-là. C'est compliqué parce qu'il faut parler aussi du dollar, Christopher. Oui. Dollar qui était délaissé en début d'année, qui fait son grand comeback. 3% de hausse du dollar face à l'ensemble des devises depuis 15 jours. C'est pas rien. C'est pas rien et ça prouve que le fameux debasement trade, ou en tout cas la méfiance à l'égard du dollar, c'était un peu exagéré, c'était du narratif et ça ne se réalisait pas. C'était acceptable et compréhensible par temps calme. Par temps très agité, c'est la limite de vous n'avez pas de valeur refuge meilleure que le dollar aujourd'hui, ou même l'or en a finalement assez peu bénéficié. Donc le dollar reste la norme, surtout quand vous avez d'autres valeurs refuges qui performent moins bien. Le yen japonais a une mauvaise performance pour des raisons qui sont propres aussi à la Banque centrale japonaise. Bon, le franc suisse a bien performé, ça c'est traditionnel en période de risque géopolitique, mais le dollar reste quand même celui qui bénéficie le mieux. Et ça change la donne. Encore une fois, je reste convaincu que c'est une parenthèse, mais par exemple, un des arguments pour dire en début d'année on investit quand même sur les marchés émergents, c'est parce qu'on avait un dollar tendanciellement faible. C'était l'argument massu. Aujourd'hui, on le voit, on a des flux sortants sur les actions et la dette émergente. Je pense que c'est encore une fois une parenthèse, mais malgré tout, on n'a pas de certitude à cet égard. Qu'est-ce qui se passe si dans fin juin, le Détroit est toujours bloqué? Où est le pétrole? Où est le CAC 40? Alors, le pétrole, je pense, sera sûr et certain proche des 100 $ le baril. Bah, évidemment. Il n'y a pas de doute à cet égard. En plus. Alors, Hormuz fermé fin juin, mais je vous fais une caisse de champagne, pas une caisse, mais une bouteille, que le pétrole est largement, il n'y a pas de débat, au-delà de 100 $. Alors, ça dépend si on trouve des routes alternatives. À 150, mais... Ça dépendra des routes alternatives. C'est-à-dire que vous avez une route alternative qui est aujourd'hui pas visée par les Iraniens, qui est le fameux oléoduc Est-Ouest d'Arabie Saoudite, qui est opérationnel. Et il prend un tiers à peu près de ce qui passe par Hormuz. Vous n'aurez pas plus qu'un tiers. Un tiers de 20 millions, ça fait 6-7 millions de barils. C'est ça. Donc vous avez... Il en manque 13. Voilà. Les autres 13... On ne va pas pouvoir puiser éternellement dans les réserves stratégiques, parce que ça, on le sait très bien. C'est 3 mois. C'est ça. L'enjeu, c'est de savoir si les États-Unis sont en capacité aujourd'hui de produire davantage de pétrole. Les 12 millions, ils produisent 12. Ils produisent 12. Donc, est-ce qu'ils peuvent compenser un tout petit peu plus? Il y a un gros débat, parce que finalement, il y a un manque d'investissement dans le pétrole de schiste depuis quelques années. Donc ça va le compte n'est pas bon. Le compte n'est pas bon, je veux dire. Dans tous les cas, on n'aura pas un retour à l'équilibre. Ça, c'est sûr et certain. Si le détroit d'Ormuz reste fermé, vous n'aurez pas de retour à l'équilibre de pétrole magique qui va venir d'autre part. Il y aura toujours un déficit sur le marché, ça, c'est sûr et certain. En revanche, l'enjeu, c'est de savoir à quel point va être le déficit. Et il y a un débat aujourd'hui à savoir si les États-Unis peuvent en partie compenser ce déficit. Ce n'est pas certain, d'après en tout cas les producteurs de pétrole de schiste qui disent nous, on ne peut pas augmenter la production. Donc fin juin, Hormuz fermé, où est le CAC 40? Ou les marchés boursiers en général? Je ne serais pas convaincu que sur les marchés boursiers, on ait une très forte baisse à condition que les banques centrales apportent de la liquidité. Ça ne veut pas dire nécessairement des baisses de taux, mais ça veut dire, je pense plus du côté de la Fed que du côté de la BCE, c'est-à-dire des mesures de liquidité qui permettent de réduire la pression à la fois sur la dette privée américaine, qui permettent d'avoir un peu plus de liquidité sur les actions. Finalement, c'est ça. C'est l'enjeu. Et donc, c'est pour ça. Certains disent que c'est une semaine à haut risque cette semaine, puisqu'on a 2 banques centrales. Fed demain, BCE jeudi. Et d'ailleurs, je précise qu'on aura le gouverneur de la Banque de France en direct vendredi, en exclusivité sur Boursorama à 8h30 pour débriefer justement de cette réunion de la BCE. Semaine au risque parce que vont faire les banques centrales? Je veux dire, est-ce qu'elles vont garder la tête froide face à cette hausse peut-être passagère ou pas du prix de l'énergie? Voilà, est-ce qu'elles vont réagir de manière excessive ou pas? Est-ce qu'elles vont réagir par la parole? Est-ce qu'elles vont réagir par l'action?
Il y a débat. Enfin, il y a débat, en tout cas, il y a incertitude. Il n'y aura pas de mouvement au niveau des taux aujourd'hui, c'est sûr, ce n'est pas l'enjeu. De la parole. Mais effectivement, la parole va être importante. Du côté de la BCE, vous avez alors certes quelques membres, mais qui sont plutôt des faucons, qui ont déjà laissé entendre qu'on n'exclut pas un débat sur des hausses de taux en zone euro. Donc malgré tout, il y a un débat. Je ne pense pas que ce soit opportun. En tout cas, pas à l'instant T, quand on n'a pas de visibilité sur l'évolution des prix de l'énergie, disons sur 1 ou 2 mois. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai débat. Donc sur la BCE, peut-être qu'on aura un ton un peu plus faucon au quiche pour dire on prend en compte les risques éventuels sur l'inflation. Du côté de la Fed, c'est compliqué, parce que du côté de la Fed, ils ont quand même une inflation déjà qui est assez plus élevée qu'en zone euro, et c'est une inflation alimentaire et énergétique. Vous avez Trump la semaine dernière qui a dit il faut une baisse de taux avant la réunion de la Fed. Bon, il est toujours sur cette même dynamique, mais il y a quand même une pression. Honnêtement, je ne vois pas qu'est-ce que peut dire Powell pour rassurer tout le monde et contenter tout le monde. Il va bien sûr faire le dos rond, mais est-ce qu'il va considérer que l'inflation perturbe les prévisions en termes de baisse des taux de la Fed? En tout cas, la plupart des banques commencent à réviser leur perspective de baisse des taux de la Fed. Ou est-ce et même en BCE, au niveau de la BCE, les marchés attendent 1 à 2 hausses de taux cette année. Tout à fait, même en deuxième partie d'année. Ouais. Ça me paraît être, sur la BCE, ça me paraît être aller un peu vite en besogne. On a quand même une inflation qui est déjà basse. Il faudrait vraiment que ça augmente durablement pour que ça soit un sujet. En revanche, aux États-Unis, on se rapproche plus d'une situation de stagflation. Donc il y a un risque qu'il n'y ait plus de baisse de taux aux États-Unis? C'est pas exclu. Et sachant que c'était quand même ce sujet de baisse de taux qui a soutenu les marchés. Nous, en interne, chez Pictet, on a un vrai débat sur le fait. Nous, on était à 2 baisses de taux en début d'année, je pense assez consensuel. Niveau Fed. Voilà, niveau Fed. En revanche, effectivement, aujourd'hui, on a une vraie interrogation en interne à se dire, finalement, ils vont pas les baisser. Et ça peut être une mauvaise nouvelle pour les marchés, très clairement. Voilà. Donc, est-ce que les marchés vont tenir le coup ou flancher dans les prochaines semaines? Comment ils tranchent? À court terme, je pense que ça va être résilient, mais effectivement, au-delà, quand on sortira du mois de mars, il faudra qu'il y ait une amélioration très nette sur les flux pétroliers, sur la situation sur le terrain. Ouais, c'est dans 15 jours. Hein. C'est ça, ouais. Donc, pour vraiment Parce que le marché se dit, grosso modo, c'est une question de semaine. Vous avez aussi le gouvernement israélien qui parle de début avril pour finaliser les opérations. On sait que c'est fluctuant, mais si ça s'éternise trop, le problème, c'est que les perturbations, elles seront dans tous les cas là. Les industriels le répercuteront sur les consommateurs. Et il y aura ce qu'on appelle les effets de second tour. Exactement. Avec l'inflation qui se diffuse dans l'économie. Et ça, les banques centrales, elles n'aiment pas. Ça, les banques centrales n'aiment pas. Alors, la moins mauvaise nouvelle, ça dépend de quel côté on se place, mais il n'y a pas de risque de boucle prix-salaire, parce que le marché du travail est plutôt en ralentissement un peu partout. C'est une mauvaise nouvelle pour, bien sûr, les ménages, mais en revanche, pour les banques centrales, il n'y a pas ce risque-là qu'on avait connu en 2022. Mais en revanche, effectivement, ça reste un scénario qui est quand même très, très compliqué aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Explications signées Christopher Denbigh pour Pictet Asset Management. À bientôt. À bientôt. Merci.